Bonjour, je m'appelle Anifa Matassi Raïssa, j'ai 16 ans et je viens de Molenbeek. Ma rencontre avec la rue, ça a démarré une après-midi avec une amie qui m'a pris mes lunettes et qui m'a dit «Attends, je t'emmène dans un endroit». Et vu que je suis myope et que je vois absolument rien, je l'ai suivie et je suis arrivée dans la rue. Et en entrant, j'ai vu cette joie, cette bonne humeur, tout le monde riait, d'éducateurs comme avec les jeunes, et puis je me suis sentie bien et puis voilà, ça a démarré. Déjà, j'étais un peu perplexe d'en faire parce que étant petite, j'étais dyslexique. Maintenant, avec le théâtre, je suis plus sociable, plus actif. J'ai pas honte de parler devant les gens ou bien de mettre en scène, de faire un truc dans la rue ou quelque chose comme ça. Laisse-moi deviner, c'est un Polonais. Ah non, 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 un peu plus au sud. C'est un Guinéen? Ah, remonte un peu. C'est un Marocain. Ouais, c'est ça. Tu veux que je t'aide? Tu sais faire ça? Tu sais que je sais parler arabe. Moi non. J'ai appris pendant mes 2 semaines au Maroc. Arrête, allez bien, on y va. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين هاد هدس؟ هو هذا الدوكيومون. وين هاد الدوكيومون هاد هز؟ ها؟ وين هاد حدك بزاف هاد هز سيدي؟ ها؟ وين هاد هز؟ Je pense qu'on n'est pas partis au même Maroc. Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de la rue? Du peu que je connais, je pense que ça a été créé il y a 40 ans, un truc comme ça, je sais pas si c'est vrai. Enfin, j'ai pas voulu trop rentrer, mais on le voit en fait, dès qu'on rentre, il y a des images, il y a des photos. Même sans connaître l'histoire, on peut regarder sur les murs, quand on regarde sur les murs, ça raconte déjà un peu tout. Donc avec quelques amis, on a fondé La Rue, oui, qui est donc un mouvement d'éducation permanent. L'objectif, qui est toujours le même d'ailleurs, c'est éveiller la responsabilité des gens, qu'ils se prennent le plus possible en charge. Donc ça, c'est toute l'étude que les premières équipes au départ réalisaient. Donc le nombre d'enfants, combien de gens ont fait quelle formation, enfin, le nombre de logements qu'il y avait, publics, privés. Et alors une série de témoignages intéressants. C'est un travail de fond assez important au niveau du développement de quartier. L'importance du logement. Logement social, logement ouvrier, ça me semble tout à fait essentiel. Ce qui fait que quelque part, c'est toujours un créneau d'action. Le travail pour le logement est toujours un créneau aujourd'hui. On a pu obtenir des subventions à la région, depuis le début d'ailleurs, pour ça. De même que le développement de quartier, ce qu'ils appellent pour l'instant les réseaux Habitat, c'est une initiative de la rue en son temps. Et donc ça a été élancé sur l'ensemble de la région, le réseau Habitat, mais c'est une initiative de la rue. Nous voulions avoir une réunion, une convergence de différents acteurs. Le propriétaire immobilier, le patronat, l'entreprise, les associations et les pouvoirs publics, pour faire en sorte que quelque part, des projets d'aménagement se fassent en concertation le plus large possible. L'idée a été reprise par la région, ils ne savent même plus d'où ça vient, mais c'est la rue qui a lancé l'initiative en son temps. Si vous regardez les traces d'histoire, vous trouverez ça. Fin des années 89, je crois que ça a commencé. La mère nourricière de la fonderie, c'est la rue. C'est elle qui, dans ce local-ci, a créé la première assemblée en mettant autour de la table quelques personnalités. Mais la rue avait déjà un crédit important au niveau de son action, son efficacité, du travail que ses collaborateurs faisaient. Ce café a été choisi délibérément par moi et ma femme, parce que comme sociologue, je sais qu'un café est un lieu de libération de la parole. J'espérais que les gens en venant ici, on pourrait parler de toutes sortes de choses. J'ai toujours voulu travailler sans distinction.
avec tous les gens tels qu'ils sont, qu'ils soient issus d'immigration ou pas. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc ça n'a pas toujours été évident à faire passer comme ça, mais c'est essentiel pour moi que nos activités soient toujours intergénérationnelles et interculturelles aussi. Mais le Café de la rue est devenu une ASBL en soi tout seul. Ce qui fait que le café est un lieu qui est maintenant dissocié de la rue en tant qu'association. C'était l'époque où je démarrais et avec un de mes collègues, Christian, il m'avait soufflé une petite idée qu'ils avaient déjà réalisée dans le quartier, à savoir faire pousser des tournesols. Et de se dire, tiens, pourquoi ne pas créer un premier contact avec les habitants en leur proposant, tiens, nous on a les pots, on a de la terre, et vous, vous avez les balcons, le soleil, et que diriez-vous d'une façade fleurie, ça pourrait être sympathique. Donc très rapidement, j'ai rencontré de premières personnes qui se sont intéressées à venir planter et à repartir avec leurs semis. À partir de ces graines et de cette première action, enfin voilà, ça a généré, je crois, durablement des contacts avec 10 personnes. C'est pas énorme du tout, hein. Ces personnes, elles ont très vite exprimé des envies d'agir ou en tout cas des déceptions aussi sur l'état du devant de l'immeuble, la propreté, certaines difficultés internes aussi aux immeubles. Mais enfin voilà, ils se rejoignaient assez bien sur l'idée, tiens, ça serait bien de faire quelque chose pour devant chez nous. C'était vraiment super parce que là, les premiers habitants, ils ont un peu essaimé l'information, l'invitation auprès de quelques-uns qu'ils connaissaient. Mais ce jour-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus tout simplement parce qu'ils voyaient ce qui se passait en bas. Ça a donné lieu aussi, je pense, à un été, toutes ces petites actions où on avait avec les gamins du quartier commencé à faire des ateliers juillet et août, où on avait fait des sortes de peintures pour attirer l'attention sur des points noirs du quartier, on va dire, des chancres ou des façades de maisons abandonnées, ou enfin voilà des lieux qui mériteraient un peu plus d'attention. Voilà, tout contact dans le quartier ne doit pas forcément être optimalisé. C'est important tout simplement parce que ça produit du lien. Nous, ça nous aide beaucoup. C'est une sorte de pouls, de baromètre pour savoir ce qui se passe parce qu'on ne peut pas être partout, quoi. Et moi, j'aimerais et je regrette profondément de ne pas avoir cette possibilité de multiplier cette présence, sans obligation de résultat. Viens ma chérie, viens. Tu n'as jamais entendu l'aviateur, non? Et un conducteur, ça se dit? Donc une conductrice. Un conducteur. Un aviateur. Une aviatrice. Voilà. Un moniteur. Une monitrice. Très bien. Ah oui, un radiateur, ça se dit pas une radiatrice? Bon, je pensais. Et une cicatrice? Un Cicateur. Un cicateur? Non. L'année passée, je suis arrivée à l'école des devoirs environ à la fin de l'année. Mes parents, ils comprennent pas, ils savent pas m'aider dans mes devoirs. Donc après, je suis seule à la maison. Et après, ça a commencé à être difficile. Vers la fin de l'année, ça a commencé à être difficile. Et alors après, j'ai commencé à chercher des trucs pour l'école des devoirs. Donc c'est pour ça que je suis arrivée à l'école des devoirs. Ah ouais, attends. Alors, j'ai pris un sifflet pour préserver sa voix. De temps en temps, on en a besoin. Ça remet le calme, voilà. Donc, moi, je travaille je suis animatrice en école des devoirs, pour les 5e et les 6e primaires. Je suis formatrice aussi en alphabétisation. C'est une continuité. On a les parents en alpha, on a les jeunes au soutien scolaire ou dans le projet cohésion sociale.
Cette corde-là signifie, par exemple, ce qu'on est en train de faire, notre atelier de vidéo. Ça signifie qu'on est tous reliés pour faire cet atelier, qu'on se donne des idées. On est en alphabétisation. Alors j'ai sélectionné quelques thématiques où j'ai dû adapter en fait la méthodologie pour qu'ils puissent intégrer en fait la thématique. Il y en a beaucoup qui recherchent du travail. Donc j'ai sélectionné donc déjà le CV et la lettre de motivation. On est parti aussi sur des affiches, même au niveau des abréviations. Donc c'est quoi RDC, donc rez-de-chaussée, 3 chambres. Donc des fois on trouve 3 CH, donc qui veut dire 3 chambres. Donc voilà, ça c'est aussi pouvoir lire. Donc c'est un travail de lecture avec les apprenants. Par aussi de petites annonces qu'on pourrait trouver dans les journaux ou sur Internet. Donc ici. Mes collègues font des animations aussi, donc dans les groupes alpha. Et quand on aborde la question du logement, je crois que c'est le gros problème du quartier ici. C'est le gros problème du quartier. Je crois que c'est pour ça que des lieux comme ici, comme la rue, sont importants. Souvent, on demande aux enfants pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas chez vous à la maison? Mais comment ça se fait? Il est tard. Et ils nous disent mais on se sent bien, il y a le jardin, on peut un peu souffler, il y a l'espace. À la maison, je n'ai pas vraiment l'endroit pour faire mes devoirs ou pour même ne suis-ce que souffler ou être tranquille. Et ça, c'est super, c'est super. Je crois que c'est ce qui est bien vraiment avec la rue, c'est leur offrir un endroit ouvert. Si Laurence. On a aussi fait un outil, vous vous rappelez l'année passée, on avait aussi fait une boîte oui, en carton. On a vraiment une carte de forêt sous forme comme une carte routière. Vous voyez les cartes qu'on utilise quand on va quelque part. Et donc voilà la carte. Voilà. Hein? Et donc vous êtes dessus, hein, les petits personnages. Moi je suis là. Je voulais être près du grand. Voilà. Comment il s'appelle cet arbre à fort? Il a un nom? C'est l'arbre du parc Jacques Brel. Et alors en petit ici, on a imaginé le forêt rêvé. C'est pour ça que j'aime bien venir au groupe Papote, parce qu'on peut boire son café, on peut discuter. C'est vrai que j'en bois plusieurs, mais voilà. Avant d'arriver au Papote, j'étais chez moi à la maison. J'avais tapé une très grosse dépression parce que j'avais perdu ma maman et j'étais avec ma fille. Chez moi, je voyais tout en noir. Et un jour, j'ai eu Madame Joséphin à ma porte. Et je lui ai expliqué que voilà, je ne suis pas bien. C'est pour ça qu'il fait noir. Et elle m'a parlé d'abord d'un groupe. Et je lui ai dit, c'est quoi ce groupe? Elle m'a dit, c'est un groupe de parole où tu peux venir et tu peux parler de tout ce que tu veux pas entendre. Ok, je me suis dit, je me lance pas. On est arrivé au mardi soir, parce que ça se faisait le mardi. Je suis arrivée avec ma fille et j'étais toute timide, je ne voulais pas parler. Je me suis dit, où est-ce que je suis arrivée? J'avais un peu peur. Puis Josépha est arrivée à côté de moi et elle m'a dit, tu sais, ici tu peux te sentir à l'aise, c'est comme une famille. Et puis ça a continué, de plus en plus, on revenait souvent. Il y avait les sorties, comme quand on a été au bowling, il y en a d'autres qui ont été à la piscine. La parole, c'est important? C'est très important pour nous, parce qu'on peut s'échanger, on peut écouter l'autre comme l'autre peut nous écouter. Et de là, on a des informations l'un de l'autre. Ça, c'est la photo que j'ai choisie. C'est nos voisins d'en face, l'école numéro 10 de l'école communale.
C'était la fête en commun, la fête de l'école, mais on a fait à ce moment-là, à partir de 2005, une fête du quartier, la Rance Fiesta. C'était vraiment l'occasion de faire connaissance avec les voisins. Et c'est grâce à la rue. C'est vrai que je suis pour beaucoup, mais j'avais le temps à ce moment. J'étais presque en retraite. Je ne travaillais que 3/4 temps, mi-temps. Donc j'avais du temps en surplus. Et la première chose que j'ai fait, c'est scanner le quartier, regarder qu'est-ce qui existe. Et on a demandé à tout ce réseau de collaborer d'une manière ou d'une autre à l'organisation de cette fête. Bon, la première Rance Fiesta, c'était en 2005. On a une bonne artiste, dessinatrice parmi nos voisins, c'est Judith van Istendal. Et on a demandé, faites une affiche, mais qu'en noir et blanc, que les enfants peuvent colorier. Quand on voit mes photos, on pense à Molenbeek, il ne se passe que des choses qui sont coloriées et qui sont agréables. Mais comme ça, je ne suis pas contre. C'est mon premier album que j'ai vraiment fait comme album. Ça veut dire que d'abord j'ai fait beaucoup de photos. Donc c'est le projet de jouer un théâtre avec des femmes et des enfants de la rue. J'aime bien de donner l'entourage. Dans quelles conditions ils ont travaillé, les répétitions. Parce que parfois on a beaucoup plus de tension. Je ne fais jamais de photos tristes ou pour montrer comment, sur la misère ou toutes les choses qui ne marchent pas. C'est beaucoup plus intéressant et parfois plus difficile de trouver les choses qui marchent. Comme ça, je peux dire, mais écoute, on habite à Molenbeek, mais c'est une commune comme tous les autres, donc il y a des êtres vivants, il y a des hommes et des femmes et des enfants qui habitent là. Et ils sont partout les mêmes, donc ils font la même chose. Le 65 Bravo, en quoi est-ce qu'on a aidé à ce que les gens soient relogés? Disons que je pense que la rue a surtout eu un rôle d'impulsion en interpellant longtemps sur l'état de salubrité de cet immeuble. Et donc elle a aidé à ce que ce dossier, quelque part, soit mis sur la place publique et qu'à un moment donné, un budget soit enfin accordé pour la rénovation de cet immeuble. Voilà, Madame la Ministre, je vous cède la parole. Merci à la bourgmestre, très heureuse d'être parmi vous pour pouvoir effectivement acter le feu vert au démarrage de travaux de rénovation de cette tour à Molenbeek. Pour moi, cette tour, elle est un petit peu emblématique. Elle n'est pas exceptionnelle. Il y a d'autres tours de ce type-là en région bruxelloise qui ne correspondent plus aux normes, où il y a des risques réels pour la santé, la vie des habitants. Les habitants qui en avaient marre de ne pas se sentir pris en compte dans leur vécu et entendus. Et donc ils se sont organisés autour d'un atelier vidéo et qui, à un moment donné, ont pris la parole sur la place publique. Voilà, pour dire mais ça ne va pas. Ça ne va pas qu'on se retrouve dans cette situation depuis des années et des années. Continuer à vivre là-bas, c'était vraiment insupportable. Quand il était bébé, en fait, en pleine nuit, je me suis réveillée pour lui donner à manger. Et quand j'ai voulu le remettre dans son berceau, il y avait des cafards à l'intérieur. Ça, j'étais vraiment dégoûtée, quoi. Parce que quand ça touche à vos enfants, c'est vraiment quelque chose d'horrible, quoi. Nous, encore, on peut accepter ça, mais les enfants, non, quoi. C'est trop, quoi.
Quand vous rentrez dans mon appartement, vous dites, oh, c'est les pauvretés. Moi-même, j'ai honte là où je vis. C'est la vérité, je dis. Je n'évite pas personne maintenant, parce que c'est honte. Moi, je m'occupe principalement de la permanence logement. Donc, c'est du travail social individuel. Et voilà, pour les habitants de Molenbeek qui ont des soucis de logement, insalubrité, humidité, etc., ou des soucis avec les propriétaires. Et de temps en temps, je collabore avec mes collègues conseillers en rénovation pour des visites à domicile, pour des soucis de chauffage, d'énergie, etc. Moi, je suis engagé comme conseiller en énergie, mais je fais partie du groupe conseiller en rénovation. Donc, en fait, on est 3 et on se complète assez bien. Ce qui fait que je fais aussi bien de l'accompagnement pour de la rénovation que pour l'éco-construction, que l'énergie. Et on accompagne aussi bien des propriétaires que des locataires qui ont des problèmes dans leur habitat. Moi, mon travail consiste à un accompagnement collectif des habitants confrontés au mal logement. Ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est que le travail que nous réalisons apporte. Dans ce sens que nous sommes dans une approche où nous avons des habitants qui sont énormément confrontés par divers problèmes, mais nous ne faisons pas des choses pour eux. Mais nous faisons avec eux, ensemble. On est vraiment dans un contexte démocratique, un contexte où on les responsabilise. Les habitants sont informés, sensibilisés, outillés, de sorte qu'ils puissent devenir des personnes responsables, c'est-à-dire on les responsabilise. Et ce qui est intéressant, à voir les personnes lorsqu'ils viennent vers nous, ils se plaignent, mais après un certain processus, nous les voyons, ils deviennent des acteurs. Ils s'impliquent dans la démarche de la quête de solutions à leurs propres problèmes. Ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est dans le même contexte, dans ce contexte-là, on en est arrivé à la création ensemble avec des habitants dans nos quartiers du groupe SACIDI, qui est un groupe d'action citoyenne. Harry travaille dans une approche d'un travail circonscrit territorialement. Ça nous permet d'effectuer un meilleur suivi des situations que nous accompagnons et aussi de faire une meilleure évaluation. Ici, j'ai toute une série de cartes qui, pour moi, représentent assez bien la raison pourquoi la rue et le travail de la rue est si important pour le quartier. Et cette première carte ici, par exemple, qui montre la superficie de logement disponible par habitant dans les différents quartiers de Bruxelles. Et on voit très très bien que le Molenbeek historique ici, le vieux Molenbeek dans le territoire de la rue, est dans les quartiers avec les plus petits logements, donc comparé au nombre de personnes habitant dans ces logements. Et cette carte-ci date, donc les données datent de 2001, et je crains que rien n'a changé, voire que ça s'est encore empiré pour toute une série de personnes dans le quartier, parce que certaines personnes avec plus d'argent peuvent alors avoir maintenant des logements plus grands, ce qui veut dire que ceux avec moins d'argent, ils ont encore moins d'espace pour se loger. Et donc c'est un problème qui est continu et qui est vraiment au cœur du travail de la rue, c'est-à-dire vraiment essayer de trouver des conditions de logement convenables pour les habitants. Et je pense que cette carte montre très très bien ce problème-là. Mais évidemment, il n'y a pas que le logement. Et donc il y a toute une série d'autres aspects qui sont importants. À Molenbeek, on a quasi 4 fois plus de densité que sur la moyenne de la région bruxelloise. Donc on est vraiment dans un quartier extrêmement dense. Et donc ça pose évidemment toutes les questions de comment aménager le quartier de façon à ce que d'un côté on permette quand même à des gens de vivre dans des conditions de logement convenables
Et de l'autre côté, on ait des espaces verts, des espaces ouverts, des espaces communautaires, etc. Un aspect qui, je pense, est très important aussi dans le travail de la rue, c'est tous les aspects tournant autour de la santé. Et je pense que là, ça c'est aussi une des cartes qui, je dirais, me motive le plus dans le travail pour la rue. C'est une carte faite par un collègue à l'ULB sur la différence, quelque part, d'espérance de vie et de mortalité entre les quartiers à Bruxelles, et où on voit que dans certains quartiers, dont ici le Molenbeek historique, on a quasi 30-35% de plus de morts que ce qu'on aurait dans d'autres quartiers où les conditions de santé sont meilleures. Donc on se trouve maintenant à la rue Fin, et derrière ces murs-là, et l'entrée se trouve là, on a accès à un jardin urbain, dont l'histoire a commencé il y a certainement plus que 20 ans, puisqu'en réalité l'intérieur d'îlot était un intérieur d'îlot occupé par du logement, et cet intérieur a été démonté. Et pendant certainement 15 ans, les lieux sont restés inoccupés. Et c'est à partir de 2001-2002 que les habitants et la rue se sont mobilisés pour revendiquer un terrain qui pouvait être un havre de paix, un lieu de connaissance, un lieu de passion aussi, puisque les gens qui ont la main verte peuvent venir ici, et donc c'est un lieu de rencontre. C'est vrai, hein, depuis quand même pas mal d'années aussi. Oui, oui. Elle a pas mal travaillé ici dans le jardin, elle était tout petit. Hein. Et maintenant, c'est maintenant qu'il me dit, je me rappelle, j'ai pris une pierre, je l'ai jetée derrière comme ça. Ici, au jardin urbain, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je ne savais même pas comment planter des tomates. Mais maintenant, j'ai des tomates chez moi. L'année passée, j'ai eu un potiron de 29 kilos chez moi. 29 kilos. Toute la démarche du jardin urbain pourrait concrétiser une démarche de type développement local intégré. Il y a eu une démarche de négociation, il y a eu une réflexion aussi sur l'histoire du terrain, il y a une réflexion aussi sur le type de plantation qu'il peut y avoir, il y a une connexion aussi avec les programmes scolaires. C'est important de préparer la génération et les usagers futurs du terrain. Et ce qui réunit les personnes, c'est l'intérêt pour les lieux paisibles et des lieux où la nature est quelque chose d'extrêmement fascinant, parce qu'il y a une force, il y a une création permanente. Et donc il y a peut-être aussi des gens gourmands, hein, puisqu'on a une pergola et il y a des kilos de kiwis qui poussent, mais je veux dire que c'est quelque chose qui fédère et qui fascine et qui intéresse les personnes. Ça leur parle physiquement et mentalement.
Je m'appelle Baleida, j'ai 58 ans, j'habite à Molenbeek depuis 16 ans. En 2004, j'ai vu au coin de la rue de la Colonne des tournesols qui poussaient et j'ai ouvert la porte et j'ai demandé à une dame qui s'appelle Claire Verhaeren est-ce que je peux pas avoir des tournesols pour mettre au 21 rue de la Colonne au 5e étage. Elle me dit oui. Alors elle me donne les petits pots. Et j'en ai mis sur tout le 5e et c'était très beau. Moi, j'ai encore travaillé personnellement pour une dame qui allait être expulsée et que j'ai fait tout des démarches avec elle. Voilà, mais c'est beaucoup de positif. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de partir de ce modèle en plein et de pouvoir l'avoir en métal à la fin de l'après-midi. Alors, les filles! Voilà, maintenant je suis bénévole à l'Ismaël Larue et je fais animatrice bénévole pendant les vacances de toute l'année. Et moi, élève. Pour moi, c'est plein de bonheur parce que moi j'aime bien être avec des enfants ou des activités, j'adore. Et j'aime bien, mais de temps en temps, il faut crier. C'est très important parce que c'est des enfants qui me partent rarement et qu'ils restent chez eux. Ils sont contents parce qu'ils partent là où ils ne vont pas tout le temps. Quelles vont être les questions cruciales pour le combat de la rue dans les années qui viennent? Un thème évident dont beaucoup parlent, c'est la gentrification. On a maintenant la rue Antoine Dansard qui est arrivée jusqu'au canal dans l'ensemble avec toute sa force de gentrification. On a une série d'aménagements maintenant de ce côté-ci du canal avec le MIMA, avec l'hôtel, avec toute une série d'autres infrastructures qui commencent à se mettre en place. Et on voit maintenant même pas directement au canal, même plus à l'intérieur du quartier, l'aménagement de premiers, je dirais, ensemble de logements qui visent plus les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures. Et donc, voilà, ça risque de fortement transformer le quartier. Je pense qu'une fois que les nouveaux habitants vont s'installer, il y aura des conflits qui vont avoir lieu entre ces nouveaux habitants et les anciens. Et on verra dans quelle direction on va pencher la politique. Et donc, je pense que là, la rue aura un rôle très, très important à défendre. Je dirais, les personnes qui ont plus du mal à trouver un logement abordable, etc. On veut résoudre les problèmes de Molenbeek, de la surpopulation, la surdensité, donc en invitant des gens de l'extérieur pour créer une mixité de classes. Mais il y a assez de gens à Molenbeek, si on aurait un enseignement convenable, on peut les élever d'un niveau de classe. Donc, mais ça, on ne fait pas. Le travail en réseau est très important. Donc nous, on a régulièrement des partenariats, on est pas mal sollicités aussi. Et au niveau des pouvoirs publics, oui, les moyens se sont renforcés, on est davantage reconnus. En même temps, attention, il y a aussi un risque d'instrumentalisation du secteur associatif. Ça, on le sent de plus en plus. Les pouvoirs publics, politiques, ont parfois tendance à utiliser l'associatif d'abord dans un objectif de pacification sociale pour éviter que la marmite explose. Et aussi, voilà, encore une fois, chaque pouvoir subsidiant a ses objectifs, ses critères, reconnaît certaines actions et pas d'autres. Donc c'est aussi une manière de faire appliquer, enfin d'appliquer certaines politiques. Et donc là, l'associatif doit être très vigilant pour rester cohérent par rapport à notre objet social. L'idée, c'est que les gens puissent s'épanouir et trouver des fils à tirer par eux-mêmes, même quand on n'est pas là. Enfin, et d'ailleurs, je veux dire, ils se débrouillent déjà
de manière formidable sans nous, vraiment, quoi. Enfin, il suffit d'écouter les personnes. Enfin, elles ont mis en place des mécanismes de débrouille, d'astuces qu'ils se partagent. Enfin, on néglige toujours combien on dit qu'il faut recréer du lien. Ces liens existent. Après, c'est la manière dont ces liens vont s'établir, vont pouvoir s'entretenir, vont pouvoir avoir de la place qu'ils méritent, c'est tout. L'avenir, il faut être optimiste, je veux dire, voilà, parce que des changements, il y en a quand même, des revendications, il y en a quand même. Je pense que les échos, voilà, on les entend. Il faut juste que ce soit les bonnes personnes qui les entendent. Mais sinon, voilà, je crois que voilà, au niveau en tout cas de tout ce qui se fait sur Molenbeek et des autres associations aussi, c'est un combat ensemble. Je le vois aussi quand on fait voilà, le projet qu'on a avec la CGE, le nombre d'associations qui se sont inscrits donc à cette coalition. Ça prouve que voilà, les gens ont envie de se mobiliser, on a envie d'être ensemble et on combat le même. Voilà, on est sur le même chemin, je veux dire, pour le même combat. Il prête ici à péter les